Altistoria, l'émission qui décrypte l'histoire locale de Haute-Loire. Pour chaque chronique, un invité expert d'un sujet de votre histoire locale. Altistoria, tous les mercredis à 19h et tous les samedis à 10h sur les ondes d'FM 43, à retrouver sur Spotify ou sur www.radiofm43.org. Bonjour à tous chers auditeurs d'Altistoria et bienvenue dans une nouvelle émission où nous allons tenter de vous décrypter un autre pan de notre histoire locale. Aujourd'hui nous partons dans le monde de l'eau et plus précisément dans celui des crues et des inondations du Haut-Allier. Nous avons aujourd'hui avec nous deux invités. Tout d'abord Mireille Gardès-Saint-Paul. Bonjour Mireille. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation Altistoria. Mireille, vous êtes présidente de la commission locale de l'eau, du schéma d'aménagement et de gestion des eaux du Haut-Allier, ainsi que du COPIL, c'est le contrat territorial du Haut-Allier. Sous votre présidence, ces instances œuvrent pour la protection et la gestion durable des ressources en eau et des milieux aquatiques du bassin du Haut-Allier. Vous collaborez étroitement avec l'EPL, Établissement Public Loire, qui assure l'animation et le pilotage administratif et technique de ces démarches. C'est bien ça ? Tout à fait. Roberto Eppel. Bonjour Roberto. Bonjour. Roberto, vous êtes écologiste suisse, ancien directeur de campagne de WWF International, défenseur des rivières, particulièrement engagé pour la Loire, président de l'association SOS Loire Vivante depuis 25 ans. Vous êtes à l'origine du réseau européen des rivières, ERN, European Rivers Network, une ONG qui milite depuis des décennies pour la préservation des rivières sauvages d'Europe. Bonjour à tous les deux. Tout d'abord, pour introduire ce sujet pour nos auditeurs, de quelle zone géographique parle-t-on quand on parle du Haut-Allier ? Alors, on parle d'un territoire qui va des sources de l'Allier jusqu'à Vieille-Brioude. C'est l'axe Allier et tous les affluents. C'est-à-dire que il y a 6 communes de l'Ardèche, une trentaine de Lozère, 8 du Cantal et 2 du Puy-de-Dôme qui sont concernés, et la Haute-Loire sur tout l'axe Allier. On peut encore décrire autrement. Ça veut dire ça va des sources de l'Allier jusqu'à la fin des gorges. Quand l'Allier perd sa ponte, sort des gorges et puis se jette dans la plaine, à partir de Brioude. Quelles sont les spécificités du réseau hydrographique de cette zone ? Alors déjà, on a un réseau qui est fait d'un chevelu très dense, donc des petits cours d'eau qui prennent leur naissance pour la plupart à la sortie de zones humides, sauf quelques-uns sur le territoire du Devès qui prennent leur origine de sources. Et sinon, c'est un chevelu dense et très sensible aux fortes pluies, tout comme à la sécheresse. On a des sources qui peuvent s'assécher. On a des petits cours d'eau qui peuvent s'assécher. Par contre, ce qu'on peut noter, c'est que comme ce sont des zones humides qui sont à l'origine de ces cours d'eau, les zones humides ont un rôle régulateur. Ce sont à la fois des éponges, qui retiennent l'eau des fortes pluies, mais aussi qui permettent de libérer en période de sécheresse cette eau retenue. Bon, par contre, nos zones humides ne sont pas aussi profondes peut-être que certaines zones de territoire, par exemple, moins rocailleux. Quand vous voyez certaines zones humides, on voit les rochers qui sortent. Vous parliez de chevelu tout à l'heure, je me doute que vous ne parlez pas du cuir chevelu. Non. Du coup, pour nos auditeurs, le chevelu... Le chevelu, ce sont de nombreux petits cours d'eau comme des cheveux qui descendent dans un petit cours d'eau qui en fait un deuxième, qui en fait un troisième. On appelle ça des têtes de bassin. Tout à fait, et c'est des têtes de bassin qui obéissent à un régime qui est spécial. Si on compare avec d'autres fleuves, des sources d'autres fleuves ou de rivières en Europe, la Loire et l'Allier, et l'Ardèche d'ailleurs, sur l'autre côté du Massif central, ils ont une caractéristique, c'est celle, on vient de dire, ils ont beaucoup d'eau dès qu'il pleut, et dès qu'il n'y a plus de pluie, ils sont rapidement sèches. C'est-à-dire que nous pouvons avoir des amplitudes énormes, et l'eau n'est pas très bien retenue. Il y a un ruissellement qui est assez rapide. Donc dès que ça tombe sur le sol, sauf à des endroits où il y a encore des zones humides intactes, l'eau s'en va, d'où le problème que nous connaissons tous de ces grandes inondations qui peuvent se produire
à côté des sécheresses. À la suite d'une sécheresse, on peut avoir une inondation importante. Mais heureusement que pour nous, sur les têtes de bassin, on a des zones humides. Ça nous permet quand même d'alimenter en eau les populations, les animaux, et de maintenir quand même un minimum d'humidité sur les territoires. Et autrefois, c'était encore différent parce qu'on avait plus de neige. Il y avait la fonte de neige qui, en printemps, pouvait contribuer au bon débit des rivières, mais ça, c'est du temps passé aujourd'hui. On a quasiment plus de neige permanente. Alors, au niveau des enjeux des inondations, puisque le titre de l'émission c'est crues et inondations dans le Haut-Allier, pourquoi est-ce que le niveau de dangerosité des crues sur ce Haut-Allier, il est si élevé ? Mais déjà parce qu'on a des pluies cévenoles, donc des pluies qui sont violentes, qui sont importantes, qui sont très abondantes sur peu de surface. Donc il peut y avoir quelques kilomètres carrés qui sont couverts par des pluies trop importantes pour le territoire, trop violentes. La pente aussi, le ruissellement qui accroissent la dangerosité de ces pluies. Quand on parle de pluie cévenole, on parle de quoi exactement comme phénomène météorologique ? Pour nos auditeurs, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Eh bien, ce sont des pluies qui viennent par vent du sud et qui sont très abondantes. D'accord. Oui, la Méditerranée, qui se réchauffe de plus en plus d'ailleurs, qui, avec ses masses d'air humides, vont se cogner contre les massifs centrales, se refroidir et tombent. Et sont peu retenus, voilà, justement. Peut-être encore pourquoi ils sont si dangereux, les crues aussi, notamment les gorges de l'Allier, c'est des gorges, voilà. Donc, il y a rarement des endroits où la rivière, elle peut déborder, peut être freinée. Non, elle court, elle est dans un couloir. Donc, elle est hyper rapide et peut devenir très dangereuse. Donc ça, c'est un premier mécanisme de crue, donc à l'origine, par le biais des pluies cévenoles. Est-ce qu'il y a d'autres mécanismes quels sont les autres types de crues qu'on peut voir ? Mais une forte chute, sur la Margerite, par exemple, si on a eu une forte pluviosité en un temps record, on peut avoir une crue, oui. N'importe où, on peut avoir des crues. Les crues cévenoles, ce sont souvent les plus importantes et les plus violentes, mais on a vu sur Costa Rose, sur d'autres endroits, où on pouvait avoir des crues importantes, des ruisseaux qui étaient seulement l'équivalent de ce qu'on appelle, nous, une rase, qui devenait énorme et emportait tout sur leur passage. Oui, ça veut dire qu'il peut y avoir certains crues qui sont tellement localisés, ils sont presque que sur l'affluent, et on ne voit pas nécessairement gonfler le cours principal. Ça, c'est assez nouveau de plus en plus. Je crois que Costaro, il me semble bien, ils ont battu un record au niveau national en termes de quantité d'eau. Solignac, d'ailleurs, aussi, il n'y a pas très longtemps. Et dans le côté de l'Allier, ça doit être pareil. Il y a des endroits tellement d'eau, mais que ponctuellement. Après, il y a les grands crus généralisés, où tout le massif central reçoit de l'eau. Et le pire, c'est quand ça se combine encore avec une crue, des crues ou des inondations atlantiques qui peuvent venir avec d'autres vents de l'autre côté. Et alors là, c'est le grand drame, s'il y a les deux qui s'accumulent. Ces fortes pluies ont permis de remplir le barrage de Naussac en moins de 2 mois. Alors que, théoriquement, on nous dit qu'il faut 3 ans pour remplir Naussac. Et les fortes pluies qu'on a eues au mois d'avril-mai 2024 ont permis de le remplir en 2 mois. Parce qu'on a des épisodes de pluie hors norme par rapport à la normale. Voilà. Ouais. Et heureusement qu'on avait nos sacs pour stocker. Parce que sinon, cette pluie, elle partait plus bas et elle allait créer des dégâts beaucoup plus bas. Alors justement, on parle des dégâts, on parle des crues, donc on parle de la catastrophe. Comment est-ce qu'on prévient cette crue ? Est-ce qu'il y a des aménagements qui sont positionnés pour prévenir ces crues ? Est-ce qu'il y a des réseaux d'alerte qui sont installés ? Alors, il y a le plan Vigicru, c'est-à-dire que quand déjà sur nos téléphones portables, on a des alertes, je pense que tout le monde doit les avoir. Enfin, moi, en tant qu'élu, on les a et on est averti et on doit sensibiliser la population. Après, c'est à la population elle-même de
de se mobiliser, d'éviter les conduites à risque aussi. Oui, on a de la chance de faire partie d'un territoire, donc les gorges de l'Allier, Haute-Loire aussi, parce qu'on a eu des crues très dangereuses, je rappelle celle de Brive-Charensac en 80, oui, d'autres dans le Haut-Allier aussi. Très très vite, c'était ici où est née l'idée de faire de la prévention des risques d'inondation, c'est-à-dire d'essayer de savoir bien en amont quand est-ce qu'il y a un risque de crue. Parce que si la crue est là, ça va tellement vite que c'est quasiment impossible de réagir, c'est que dans quelques heures, ça se produit. Alors, il y a eu mise en place de toutes sortes de mesures des précipitations qui vont tomber ou des radars qui vont localiser où est-ce que des nuages vont arriver et on estime ensuite la quantité de pluie qui va tomber sur tel et tel terroir. Ça permet déjà de préalerter les services, aussi les maires, et ensuite il y a Vigicru derrière qui se déclenche, quoi. Mais on est sur un territoire peu peuplé aussi, donc de ce fait, c'est vrai que la population, on a moins de risques que dans une zone urbaine. On a deux PPRI, plan de prévention du risque d'inondation, un sur Langogne, qui est dû à Noussac, et un autre sur Langeac. C'est les seuls endroits. Voilà, c'est les seuls endroits où il y a autour de 3000 habitants, un peu plus, un peu moins. Tout à l'heure, vous parliez des conduites à risque, éviter les conduites à risque en cas de crue. C'est quoi une conduite à risque ? Déjà, quand on évite de sortir, on évite d'aller au bord de l'eau, on évite de conduire, de passer sur les ponts, quand on peut, parce que c'est eu arrivé que pour aider quelqu'un, on peut être amené à... Les pompiers, les voisins peuvent être amenés à passer un pont. Mais on évite déjà tout ça, et ça éviterait déjà d'autres accidents. C'est aussi pour éviter à d'autres de prendre des risques. Il y a aussi pour les agriculteurs, enlever leurs animaux le long des rivières. On n'a pas beaucoup... C'est pas très courant que des animaux sont emportés par des crues, mais ça arrive encore. Les vrais grands problèmes, ils se manifesteront à partir du secteur qu'on a dit, à partir de Brioude, à partir de quand la plaine arrive. C'est là, effectivement, où les crues importants ils vont s'étendre. Et là, il y a aussi de l'urbanisation. Là, il y a des routes, des autoroutes et infrastructures. Donc, c'est là où, effectivement, le danger est là. Ils ont un peu plus de temps pour être alertés. Voilà. Eux, entre le moment où la crue se déclenche, par exemple, sur vraiment le Haut-Allier et Brioude, ils ont le temps d'être avertis. Alors que nous, c'est des fois une histoire d'heures, de peu de temps. Par contre, c'est aussi une conduite vis-à-vis de la rivière. Alors, ces plans d'action qui sont mis en place quand une alerte est déclenchée, est-ce qu'ils sont efficaces aujourd'hui ou est-ce qu'on pourrait les améliorer ? Moi, je pense qu'ils sont déjà efficaces, et puis il faut laisser aussi tout ce qui est zone d'expansion des crues. Langeac, il y a 40 ans, il y avait des inondations importantes. Aujourd'hui, avec le plan d'expansion des crues, il y a toujours des inondations, mais ça fait moins de dégâts matériels. Vous entendez quoi par plan d'expansion des crues ? On laisse la rivière s'étendre. Là, oui, Langeac, c'est un bon exemple. Oui. Je veux dire, au lieu d'endiguer partout, on permet justement à l'eau d'être freinée, de réduire la vitesse de l'eau. Quand on peut, à certains endroits, on ne peut pas du tout. Dans les gorges, c'est difficile. Oui, dans les gorges, c'est difficile. Oui. Mais dès que c'est un peu ouvert, on peut. L'Allier s'étend, donc du fait qu'elle s'étend, elle perd de sa vitesse, donc elle est moins dangereuse. Encore que, je suis bien d'accord avec vous, il y a des fois, elle est importante. Mais ça permet au moins de limiter les dégâts. Il faut aussi distinguer entre les différents types de crues, parce que là, on a parlé des grands crus, de ceux qui sont dévastatrices. Alors justement, la prochaine question, c'est... Ça sont les très grands crues. Est-ce qu'il y a des crues qui sont bénéfiques pour le territoire ? Ah bah oui. Mais les crues ne sont pas
que dévastatrices. Elles peuvent permettre aussi, elles sont bonnes pour la faune aquatique, pour les lits de rivière aussi. Elles permettent de nettoyer. Bon, alors après, il y a les embâcles. Il faut aussi nettoyer au maximum les embâcles. Mais ça permet de nettoyer les rivières aussi. On parle de crues morphogènes. J'appellerais ça plutôt des crues de toilettage de la rivière, où elle permet de refaire le chemin s'il y a des embâcles, mais d'une façon douce. Elle pousse les sédiments, elle pousse les embâcles doucement de plus en plus loin. Donc ça, c'est essentiel pour la bonne santé de la rivière et puis la vie piscicole, comme vous l'avez dit. Pendant que les grands, eh ben oui, là, c'est autre chose. Ils sont tellement violents que parfois il y a des embâcles qui vont casser des ponts, ou ainsi de suite. Un certain entretien du lit de rivière serait souhaitable, mais se fait de moins en moins parce qu'il y a moins d'agriculteurs, par exemple, qui fréquentent la vallée. Et plus de difficultés, plus de réglementations qui font qu'ils renoncent à entretenir les rivières, alors qu'ils pourraient, on leur laisserait la possibilité. Mais bon, il faut faire une demande, c'est un peu notre problème français. Mais bon, on ne peut pas aussi laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Mais on pourrait enlever, il faudrait nettoyer correctement déjà tous les bords de rivière, toutes les ripisylves. Il y a des arbres sans les mettre à blanc. Je ne voudrais pas que ceux qui m'entendent pensent qu'ils peuvent couper tous les arbres. Mais en entretenant les arbres en bord de ruisseau, on permet à la rivière de jouer son rôle. Les arbres font de l'ombre, c'est bon pour les poissons, c'est un cercle, c'est un tout, quoi. Après, il y a la conception des ponts. Autrefois, si vous allez à des endroits, il y a eu des très fortes crues. Il y a, au niveau de certains ponts, il y a des étraves. Ça permet de limiter les crues, l'impact des crues, pas les crues. Alors justement, ma prochaine question va sûrement rejoindre un peu ce que vous dites. Quelle est la place des acteurs institutionnels locaux dans la gestion et la prévention des crues ? Quelle est leur place ? Dans la gestion, l'importance... GEMAPI, la gestion de l'eau, des milieux aquatiques et de la prévention des inondations. D'abord, à mon avis, il faudrait sensibiliser vraiment l'ensemble de la population au risque de crue. Les gens, on n'y pense pas. Vivre avec les crues. Oui, vivre avec tout ce qui est... tous les... Et ça passe par quoi, la sensibilisation aux crues ? Des informations, aussi bien radio, par le journaux, les médias, les écoles. Et puis alors, je commencerai par les enfants, parce que c'est bien eux qui relaient l'information au mieux. Bien informés, par exemple, nous on n'a pas trop le souci, descendre dans son garage quand on annonce une crue et qu'on sait que votre village va être inondé, c'est quand même pas c'est pas la première chose à faire. C'est comme ça que les populations qui sont peu sensibilisées ont plus un taux d'accidents plus important. L'histoire est très compliquée avec l'éducation, parce que la mémoire collective, elle est très courte. Et comme ces événements très dangereux, ils se font peut-être toutes les 20, 30, 40, 50 ans, donc on l'oublie, ça sort de la mémoire collective. Donc ce travail entre les grands événements est très important. Et d'ailleurs, notre association fait actuellement un projet dans des classes du Haut-Allier, avec le projet Rivière d'Images, Fleuve de mots, où on traite ce sujet d'une façon ludique, en expliquant le risque derrière, quoi. En disant aussi que les crues ne sont pas que mauvais, mais c'est un travail en permanence. Et je trouve bien que le GEMAPI, donc la gestion des milieux aquatiques et de la protection contre les inondations, est une compétence qui est arrivée de l'État vers les collectivités locales. Je pense que c'est les agglos ou les communautés de communes qui gèrent ça. Mais elles tout aujourd'hui ne la prélèvent pas encore. C'est-à-dire ?
C'est une taxe qui est payée en même temps que la taxe foncière. Ouais. Et toutes les collectivités ne la prélèvent pas. Donc c'est un financement en moins. Et ça veut dire des activités qui se font en moins. Parce que la GEMAPI, moi je suis de la Comcom de Langogne, donc Langogne, Margeride. Hôtelier, Margeride. Et nous, elle aide à l'entretien de nos sacs, mais elle aide aussi à tout ce qui est entretien des bords de rivière. Mais pas tous les communes le prélèvent. C'est une question. Non, c'est les communautés, c'est les EPCI. Oui. Les intercommunalités, du coup, Oui. qui se chargent de collecter la taxe en question pour financer le dispositif. Le dispositif. D'accord. Donc c'est pas une compétence obligatoire, c'est une compétence optionnelle. C'est une compétence qui est obligatoire, mais le prélèvement de la taxe, jusqu'à aujourd'hui, il n'était pas obligatoire. Maintenant, je pense que de plus en plus vont s'y mettre. D'accord. On peut avoir des compétences obligatoires sans avoir l'obligation de collecter la taxe en question ? Jusqu'à maintenant, c'était comme ça. D'accord. Ils peuvent le financer autrement, parfois. Mhm. On finance par l'impôt. D'accord, ok. Mais c'est se priver d'un budget. Mhm. Oui, tout à fait. Quelle est la place du milieu de l'éducation dans tout cela ? Justement, vous parliez tout à l'heure d'éduquer au risque, etc. Quel levier on peut envisager ? Est-ce qu'elle est insuffisante aujourd'hui, la place de l'éducation dans les risques aux crues, etc. Pourquoi il n'y a pas assez de connaissances là-dessus ? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour pallier tout ça ? Moi, je dirais que c'est un peu ce que disait Roberto, c'est qu'on oublie. Donc, on ne voit pas l'intérêt de sensibiliser les gens. Puis on pense toujours, c'est vrai qu'on pense toujours que ça n'arrive qu'aux autres. C'est quand c'est arrivé sur pas très loin qu'on réfléchit à comment le transmettre. Mais on a des enseignants qui le font quand même malgré tout. Je trouve bien aussi, par exemple, les marques de crues. D'avoir dans les villages, dans des endroits où on connaît à quel niveau y avait-il, ça c'est très éducatif, je trouve. Que des gens, parfois, ils voient, ils se baladent, oh là là, il peut y avoir 3 mètres de l'eau ici, etc. C'est aussi une façon de faire. Et je sais qu'il y a des départements où ça se fait, notamment dans des villes qui sont inondées. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on peut envisager de les communes aussi, à nouveau de mettre des échelles de où on dit où est-ce que ça peut arriver, même si c'est que toutes les 50 ans. Mais sinon, c'est le job, à mon avis, de l'école, c'est le job du maire, finalement. On peut... Alors les mairies, pour le coup, elles gèrent les écoles élémentaires. Elles ne gèrent pas les collèges ni les lycées. Donc ce serait un travail à faire, mairie, département, région. Il faudrait inclure tout le monde. Je pense déjà, si on sensibilise à l'école élémentaire, je pense qu'on a déjà fait un gros travail. Parce que ce sont bien les enfants des écoles élémentaires qui racontent ce qu'ils ont vu et entendu à leurs parents. C'est bien là où l'information passe le plus facilement. Ça peut être accessible pour des enfants, alors ce type de prévention. Oui, enfin, il faut, bien sûr, il ne faut pas leur dire qu'il y a des... Enfin, si, je pense qu'il y a des méthodes qui sont à fait adaptées. Il faut adapter le langage, etc. Mais il y a je ne sais pas, sur la région lyonnaise, le risque cru est connu des gens qui habitent... Donc ils informent bien les gens, ils sensibilisent bien les enfants. Il y a bien d'autres... Même je pense que sur le long de la Loire aussi, on doit avoir beaucoup... Donc on pourrait s'inspirer de ce que font d'autres instituts, pour le reporter chez nous. Les professeurs des écoles, certains sont ouverts à ça, je pense que tous. Il existe aussi des exercices d'alerte qui se font. Je n'ai pas connaissance que ça se fait actuellement à Langeac. À Langogne, ça s'est fait. À Langogne, ça se fait, oui. L'année dernière. Ça c'est aussi assez spectaculaire parce que ça permet aux médias de participer, de diffuser ensuite. Exercice d'alerte, il faudra le faire régulièrement. Ah, donc exercice d'alerte, on reçoit une notification sur nos téléphones et on nous dit couvrez-vous. C'est dans les écoles. Uniquement dans les écoles ? Enfin, c'est surtout... Enfin, ça dépend peut-être... où sont situés les établissements, mais nous, c'était les écoles. Et puis après aussi les pompiers, il y a tout un dispositif à mettre en place. Pompiers, gendarmes... Et puis ils savent qu'il faut couper telle route,
Parce que donc il y a tout un dispositif à mettre en place qui permet à la fois de protéger les citoyens, mais d'accès aussi des services. Et de leur laisser secours, accès quoi. aussi, de laisser l'accès au secours, Oui. qui n'est pas... Ouais. En tout cas, le 17 octobre 2024, on a bien tous reçu nos notifs d'alerte sur les téléphones. Enfin, plusieurs fois dans la journée d'ailleurs. Oui. Ça, c'est impressionnant, ça sonne d'un coup. C'est assez nouveau et notre association est fière d'être à l'origine de ça dans les années 94 avec ce qu'on appelle le réseau Cristal. C'était une mise en place d'un réseau de capteurs qui mesure les pluies, qui mesure le débit, la vitesse de l'eau, tout ça c'est centralisé. Et en combinaison avec les radars et qui donne une image assez précise de ce qui va se passer. Et du coup, on peut sélectionner aujourd'hui, par les téléphones portables, Internet et tout ça, on peut sélectionner les secteurs, tous les gens qui se trouvent sur un autour secteur. de telle et telle antenne sont alertés et d'autres pas, c'est assez sélectif et ça fonctionne bien. Ça fonctionne très bien. Hein. De nos jours, on parle beaucoup de stress hydrique. Enfin, de plus en plus. En tout cas, on en a beaucoup parlé, je crois, en 2023, quand le lac de Naussac était vraiment pratiquement à sec. C'était pas à sec, mais c'était pas loin. On voyait d'ailleurs les anciennes habitations du village noyé, etc. Qu'en est-il en Haute-Loire aujourd'hui, 2 ans après? Est-ce qu'on manque d'eau? Non, on ne manque pas d'eau. Ponctuellement, et on a une étude justement qui nous a démontré qu'effectivement, et cette étude hydrologie, milieu, usage, climat, qui a été initiée justement par le SAGE du Haut-Allier. Dès qu'on a signé le SAGE en 2016, la première chose à laquelle on s'est dit qu'il fallait penser, c'est lancer une étude sur tout ce qui était hydrologie, de façon à pouvoir répondre à la demande des usagers pendant des périodes très très limitées sur le manque d'eau. On a ce qu'on appelle du citernage, c'est qu'on remplit des réservoirs avec des camions. Il faut distinguer entre eau potable et de l'eau de surface dans les rivières. Ce n'est pas nécessairement la même chose. Oui. On peut avoir assez d'eau dans les gorges, mais manquer d'eau sur des communes qui sont plus en amont. Plus en amont, oui. Je vous l'ai dit, donc la plupart de nos sources viennent de zones humides. Donc si ces zones humides ont perdu en partie leur efficacité, parce que 2 années de sécheresse, elles souffrent, à ce moment-là, on a des sources qui ne répondent plus aux besoins de la population. Donc cette étude, elle nous a démontré qu'en fait, globalement, dans les années à venir, on manquera pas d'eau, mais il faut la gérer autrement. Il faut que chacun fasse des efforts. Il faut respecter la nature, il faut se dire que l'eau, c'est un bien commun, elle appartient à tout le monde et elle doit satisfaire un maximum de besoins. Et puis, c'est vrai que les gorges et le Haut-Allier tout court, Haute-Vallée de la Loire pareil, on ne manquera pas d'eau, encore une fois. Mais le problème, c'est que un peu plus en aval, donc là où l'eau, quand elle s'écoule de chez nous, qu'elle va vers les plaines, là il y a beaucoup d'agriculture pour prendre à l'Allier Brioude, à la plaine Limagne, etc. Et là, il y a de telles consommations d'eau pour différents usages, pour ne pas les nommer, notamment agricoles, beaucoup agricoles, qui font à ce que la rivière, elle n'a plus assez d'eau pour elle-même, pour fonctionner. Donc, en amont, sur les têtes de bassin, ça ira. En aval, on ne pourra pas continuer de prélever autant comme on prélève aujourd'hui. Sinon, la rivière elle-même n'aura pas assez d'eau. Il y a une pyramide dans la gestion de l'eau qu'il faut respecter, qui est européen, national, depuis longtemps. Tout d'abord, on satisfait le besoin d'eau potable pour la vie, à tout prix. Ensuite, il faut maintenir assez d'eau dans les écosystèmes et on adapte ce qui reste ensuite aux usages. Et non pas l'opposé. Puis parfois, est le cas. Donc une question de priorité, ça? Oui, rétablir peut-être... Non, mais même sans rétablir les priorités, que tout le monde économise l'eau. Parce que bon, on parle bien sûr de l'agriculture, mais l'agriculture, l'irrigation, si vous parlez que de l'irrigation, c'est pas elle qui utilise le plus d'eau sur les volumes
c'est le maïs irrigue au mois de juillet, août. C'est-à-dire là où on manque d'eau. Mais c'est pas l'irrigation forcément. C'est qu'il faut voir revoir comment on utilise cette eau. Je sais pas, est-ce qu'une piscine, moi j'habite à 1200 mètres, est-ce que c'est nécessaire une piscine ? Est-ce que, il y a des choses comme ça qu'il faut se poser. Est-ce qu'on a besoin d'arroser les pelouses, les gazons, les communes, est-ce qu'elles ont besoin d'arroser tout leur fleurissement quand déjà on manque d'eau ? C'est souvent avec de l'eau potable en plus. En fait, donc il y a plein de choses à faire. Ouais, moi je pense aussi. Après, il y a les ordres de grandeur, quoi, évidemment. Moi, je suis assez d'accord que chaque citoyen peut en faire, quoi. Mais il faut quand même, je dis ça aussi à titre association, quand je traverse la plaine de la Liviane le long de l'Allier, en plein été, et je vois les arroseurs qui fonctionnent du matin au soir et toute la nuit, je me pose des questions. Si moi, dans mon petit jardin, je dois arrêter arroser mes fleurs. Voilà, il y a à tenir compte de ça aussi. Je pense que l'agriculture peut faire d'énormes efforts. Ils ne prennent pas autant d'eau sur l'année, mais ils prennent au moment où il y en a peu, quoi. C'est ça le souci. Je pense qu'une bonne coopération avec les agriculteurs en avenir permettra, on est obligé, de toute façon. Et prioriser aussi l'irrigation, si on prend l'irrigation agricole, mais je ne dis pas que... Parce qu'il y a bien sûr le maïs, ça on voit. Oui. On parle d'ailleurs que de ça, mais on oublie qu'on arrose beaucoup de maraîchage. On arrose aussi du maïs peut-être qui est semence, qui fait travailler. Vous voyez, travailler qui crée de l'emploi. On arrose du maïs fourragé qui permet à d'autres agriculteurs d'alimenter leurs troupeaux plus haut en altitude pendant les périodes de sécheresse. Vous voyez, c'est une réflexion globale. Après, il y a du maïs qui va dans les méthaniseurs. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que, par contre, quand c'est vrai que c'est très difficile de leur dire aucun doute, vous arrêtez, alors que peut-être il leur manque encore 2 ou 3 passages. Oui, c'est compliqué. Par contre, qu'ils respectent la réglementation, ça serait déjà une très bonne chose. C'est-à-dire qu'ils n'arrosent pas quand il fait très chaud. C'est inutile, ça s'évapore. Ça peut même, à la limite, pratiquement, pour certaines cultures, ça peut brûler. Après, j'appellerais ça du bon sens. Mais, vous voyez, on parle d'agriculture, mais il y a d'autres choses. Il n'y a pas que l'agriculture. Non, c'est sûr que sur l'Allier, c'est quand même un grand problème. Mais je pense qu'on sera obligé, de toute façon. On sera obligé. Ah oui, de prioriser, oui, à un moment donné. Oui. Vous avez vu, nos sacs, on n'arrive même pas à le remplir systématiquement. Et que si on ne fait pas attention, si on continue de prélever autant, l'écosystème de l'Allier lui-même, il va avoir des grands problèmes. Il y a un modèle à changer, économique et agricole, et pas seulement, aussi les usages, évidemment, par mais tout le monde. Chacun. Avant de poser ma dernière question, les nappes phréatiques, on entend souvent parler des nappes phréatiques. On a des nappes phréatiques en Haute-Loire ou pas ? Il y a la nappe du Devès. Pour nous, elle concerne une partie du Haut-Allier. Elle est profonde, elle est alimentée essentiellement par les eaux de pluie. Elle est bien remplie aujourd'hui ou on a des connaissances il y a une étude sur cette nappe-là qui est en cours. D'accord. Et on connaît mal, on la connaît très mal. Oui, très mal, parce qu'il y a des couches géologiques qui sont mélangées. Son fonctionnement. Mais la question quand même, on peut dire que non, la Haute-Loire, elle a très peu de nappes. Comparé par exemple aux plaines plus en aval. Oui, la plaine de la Beauce, c'est la nappe d'eau de la Beauce. C'est des immenses lacs souterrains, quoi. On a très peu, d'où le fait qu'on a décrit au début de l'émission, c'est-à-dire l'eau s'en va assez vite, elle est peu retenue. Mais je parlais des zones humides au départ, elles permettent aussi d'écrêter les crues. Oui. Alors justement, j'avais une question, est-ce qu'il peut y avoir un lien entre stress hydrique et crue ? Est-ce qu'il y a un lien entre les deux ? Est-ce que la quantité d'eau peut influencer sur les crues et vice-versa ?
Je pense que c'est plus la violence et Ouais. des crues qui est la violence pas des crues de L'intensité. l'intensité Ouais. et le fait qu'elle tombe sur des sols secs Ouais. et Elle peut en pas, pente. elle peut pas absorber. Voilà, et même D'accord. enfin, il y avait des zones humides début 2024, elles avaient du mal à absorber parce Ouais. que il Ouais. y en avait qui se séchaient. Mais c'est vrai, vous le soulignez, et je dois partager ça avec vous absolument. Les zones humides, c'est pas des nappes, hein, d'accord? C'est pas des nappes, mais c'est des stockages naturels. Ils sont sur les plateaux, en règle générale. Il y en a beaucoup encore, heureusement, mais il faut absolument les protéger et peut-être même en remettre en eau certains qui ont été asséchés dans le passé. Ils sont cruciaux justement pour les crues, mais ils sont tout en haut, là où il y a le fameux chevelu là, que vous avez décrit. Ils sont protégés aujourd'hui, il y a des dispositifs de protection pour Normalement, déjà dans le cadre du sage, on ne peut pas assécher une zone humide de plus de 1000 m². Sinon, il faut compenser par le double de surface. Mais concrètement, c'est compenser par le double de surface, mais elle n'aura jamais la même efficacité que la zone initiale. Naturel, oui. L'avenir nous promet-il plus ou moins de crues ? Qu'est-ce que nous promet l'avenir, si tant est que vous puissiez lire dans l'avenir ? Est-ce que l'avenir nous prédit plus ou moins de crues ? Et quels impacts cela aura-t-il sur le territoire ? Alors, si je permets d'abord de dire, pour parler de quel endroit on parle, définir, donc si on parle gorge, Allier, c'est pas la même chose comme sur d'autres rivières en France. Hein. C'est très très différent. Je vous pose la question pour le territoire Pour étudié, territoire, ici, le Haut-Allier. Ouais. Oui. Alors, chez nous, c'est très clair. On va avoir des inondations de plus en plus violentes. Ça, c'est clair. Le nombre, dans les rapports qui existent, on ne sait pas encore exactement si c'est le nombre qui augmente aussi, ou si c'est que l'intensité, ou peut-être les deux à la fois. Donc, ça, c'est clair. Dans notre massif central, le versant nord et encore pire, le versant sud, ça va être de plus en plus des crues intenses. Ça, c'est sûr et certain. Oui, toutes les études le démontrent qu'il y aura plus, peut-être pas plus, mais des crues beaucoup plus intenses. Après, le nombre... Après 2 années de sécheresse, on peut penser, oui, qu'on a 2, peut-être 3. Enfin, on ne sait pas penser que les crues seront plus nombreuses. Du fait déjà que les sols sont humides, qu'on est soumis aussi à des pluies sévenoles moins nombreuses qu'avant, puisque si on n'avait pas pu remplir nos sacs, il ne faut pas oublier que nos sacs, si on n'a pas pu le remplir, c'est parce qu'on n'avait pas eu de crues sévenoles. Donc quand on a eu des fortes pluies, des crues sévenoles, en 2 mois, on l'a rempli. Donc des épisodes météorologiques de plus en plus intenses et violents. C'est ça que nous prédit l'avenir, de manière générale. Oui. Faut s'habituer à avoir ça. Et la saisonnalité aussi, elle peut changer. On ne sait pas aujourd'hui s'il y a peu d'eau en été et beaucoup en hiver, ou s'il y a peu d'eau et aussi moins en hiver. Les clusters qui ont étudiés ne sont pas encore assez précis et fins pour pouvoir le prédire pour chaque territoire. Alors on va vers l'inconnu, c'est pour ça qu'il faut avoir une politique. Et vous êtes certainement d'accord avec moi en avenir, il faut laisser l'eau aussi longtemps que possible dans la terre. Et de cette façon-là, elle n'évapore pas, elle reste fraîche, elle est par ailleurs nettoyée et filtrée, et restituée pendant les périodes de sécheresse de l'eau. Et ça, on l'a parfois oublié dans l'aménagement du territoire. Donc il y a quand même toute une réflexion sur le rôle des services publics, du moins des politiques publiques là-dedans. Et des élus. Et des élus. Et aujourd'hui, globalement, est-ce qu'on peut dire que les élus, ils sont bien informés sur tout ça, ou ils le sont de plus en plus par Ils sont informés. Je sais qu'au niveau du SAGE du Haut-Allier, on fait beaucoup d'informations. On en a fait encore une la semaine dernière pour les élus de l'Ardèche. On les réunit. Alors, ils participent ou pas, ça c'est. Mais on prend le temps d'y aller, de leur expliquer, sans les affoler. L'objectif, c'est pas de leur dire parce que leur territoire est en rouge 1 mois dans l'année qu'ils vont vers une
une absence totale d'eau. Et le problème, c'est que quand on met ces cartes au grand public, ça nécessite une explication. Et un peu plus que un petit 2 lignes en dessous, il faut bien expliquer pour que les gens s'approprient ces cartes, ces évolutions aussi du climat qui sont le résultat des évolutions du climat, et qu'ils se disent il y a des choses à faire si on veut continuer à faire vivre nos territoires, qu'il y a toujours des usagers, que ce soit de l'économie, de l'AEP, et qu'on laisse aussi, moi je suis désolée, il faut laisser de l'eau aux rivières pour les poissons, mais aussi pour les animaux sauvages. Les animaux sauvages ont besoin d'eau. Il y a quelque chose à dire de positif, je pense, parce que ça a été évoqué, les élus ont ce rôle, qui ont ce rôle évidemment de transporter cette politique, de l'appliquer. Moi je trouve que les sages et le travail qui sont faits dans les sages, je connais celui de la Haute-Loire, Haute-Loire-Amont, le vôtre, donc de l'Allier Amont, moi je trouve que c'est un excellent outil quand même pour mettre en pratique, mettre en musique tout ce qu'on sait, tous les plans qu'on a par bassin hydrographique, il faut que ça va jusqu'en bas. Et c'est une sorte de parlement d'eau presque, local, avec les clés, les fameux comités locaux de l'eau. Là, je félicite vraiment aujourd'hui ceux qui portent ces sages de leur travail qu'ils font, il est excellent. Et vous en êtes une des présidentes. Merci. Donc, félicitations. De mon point de vue, c'est un bon travail. Merci à vous deux, Mireille Gardès-Saint-Paul, et merci Roberto Eppel. Merci beaucoup. Merci à vous de Merci. nous avoir reçus. Merci d'avoir répondu à l'invitation d'Altistoria. On espère, chers auditeurs, qu'on a répondu à certaines de vos interrogations et que vous a emmené dans le sujet des crues et des inondations du territoire du Haut-Allier. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission Altistoria. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Altistoria, l'émission qui décrypte l'histoire locale de Haute-Loire. Pour chaque chronique, un invité expert d'un sujet de votre histoire locale. Altistoria, tous les mercredis à 19h et tous les samedis à 10h sur les ondes d'FM43, à retrouver sur Spotify ou sur www.radiofm43.org.